j'ai l'honneur de présider ces séances de deux personnes, enfin trois étudiants, pardon, à la maîtrise. Donc, premièrement, nous avons Madame Rosaline Racine. C'est Rosaline? Rosaline. Oui, non, c'est la première Rosaline. De toute façon, elle est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal, avec directrice de mémoire Deborah Barton. Elle travaille sur les procès nationaux alliés en Allemagne, occupés contre les criminels de guerre. Et cet après-midi, elle va parler, faire la communication Give Me My Life, les lettres de rémission contre dernier moyen de défense des criminels de guerre nazis. Parfait. Super. Donc, d'abord, merci aux organisateurs et aux organisatrices pour l'événement. J'ai bien hâte de voir ce qui va suivre. Les Nations alliées ont toutes, dans l'après-deuxième guerre immédiate, géré la situation des procès de criminels de guerre d'une façon différente. Certains pays, comme le Royaume-Uni, vont choisir de créer des nouvelles cours à travers des documents légaux nouveaux qui vont venir encadrer les procédures judiciaires. D'autres, comme les États-Unis, vont préférer mettre en place des commissions militaires qui existaient déjà dans le droit national. C'est dans ce contexte-là que va débuter le procès de Dachau, donc contre les gardes en fait, de ce camp de concentration-là en Allemagne, le 15 novembre 1945. Pendant 2 mois, ce sont 40 accusés qui vont être jugés devant le tribunal, desquels 36 vont être reconnus coupables de crimes de guerre. Ils seront condamnés à mort ou à diverses sentences de prison, variant de confinement à vie à 10 ans d'emprisonnement. Ma présentation aujourd'hui va donc porter sur ce procès-là, mené par les Américains en Allemagne occupée, et plus précisément sur la défense qui est menée en faveur des accusés. Plus particulièrement, je vais m'intéresser aujourd'hui à la dernière ligne de défense qui a fait ces accusés-là, reconnus coupables de crimes de guerre, c'est-à-dire les demandes de grâce et les demandes de rémission. On retrouve plusieurs des arguments qui sont utilisés devant le tribunal dans ces lettres-là. Toutefois, ces lettres vont aussi amener de nouveaux arguments devant les autorités judiciaires. Ainsi, l'humanisation des détenus, l'appel au sentiment et la contestation des procédures judiciaires vont être mises de l'avant par l'auteur de ces lettres. C'est sur ces 3 arguments-là que va se concentrer ma présentation, après une brève mise en contexte sur les droits des accusés. Ma présentation est basée sur une collection de lettres qui sont conservées aux Archives nationales à Washington, qui ont été envoyées aux autorités judiciaires américaines en Allemagne. Cette collection-là comporte autant des demandes de grâce, donc des demandes de réduction de la sentence, que des demandes de rémission qui, elles, demandent l'annulation complète de la sentence. C'est des lettres dont on a fait vraiment une lecture systématique pour être capable de relever chacun des arguments qui étaient amenés par les auteurs. Il y a plusieurs personnes qui peuvent contribuer à cette dernière ligne de défense-là en faveur des accusés. Dans les cas qui nous concernent, les auteurs de ces lettres se limitent habituellement aux membres de la famille immédiate, aux accusés eux-mêmes et à d'anciens détenus. Il y a certains accusés, comme le Dr Schilling, qui était le médecin du camp, qui a mené plusieurs expérimentations médicales sur les détenus, qui vont également se voir offrir le soutien d'anciens collègues de travail. Les droits des accusés, sur quoi est-ce que c'est basé? Bien, c'est basé sur l'ordonnance numéro 2 de 1945, publiée par le gouvernement militaire américain en Allemagne, qui établit clairement les droits qui sont accordés aux accusés lors du processus judiciaire. Afin d'assurer aux suspects un procès qui est juste et efficace, la loi américaine en Allemagne va leur permettre, entre autres, de pouvoir être présents au procès, ainsi que de pouvoir interroger et contre-interroger n'importe quel témoin, ce qui n'était pas le cas, en fait, dans la loi allemande. Donc, c'est une nouveauté là, pour les accusés qui sont là. Les accusés avaient également le droit de choisir leur représentation légale et ou de se représenter eux-mêmes devant la cour. Dans le cas où la condamnation à mort est une possibilité de sentence, les accusés pouvaient aussi choisir d'être représentés par des avocats alliés. Ils avaient également le droit de convoquer ou de demander au tribunal de convoquer n'importe quel témoin qui était jugé nécessaire à leur défense. Finalement, les accusés pouvaient, s'ils étaient insatisfaits de la sentence passée par le tribunal, remplir une demande de révision dans les délais accordés. La seule sentence qui ne peut pas être changée, c'est celle de non-culpabilité. Bien que les documents juridiques ne permettent pas aux accusés de demander une cour d'appel pour réviser leur sentence, ils avaient le droit de remplir des demandes de révision, des demandes de grâce pour que celles-ci puissent être révisées par les autorités là, dédiées à ça.
Selon le Technical Manual for Legal and Prison Officers de 1945, les accusés ont 10 jours en suivant la reconnaissance de leur culpabilité afin de soumettre une demande de révision de leur cas aux autorités militaires en place. Ces autorités de révision pouvaient ensuite confirmer ou infirmer la sentence qui était donnée sans avoir besoin de convoquer un nouveau tribunal. Elles avaient le droit de substituer, réduire ou augmenter la sentence selon les révisions qui étaient faites là, des dossiers. Et l'ordonnance numéro 2 stipule bien que toutes les demandes de révision doivent être considérées par les officiers de la Cour. Donc, en premier lieu, en ce qui concerne les arguments qui sont nouveaux, qui sont présentés dans les lettres, le premier qu'on peut noter, c'est celui de l'humanisation. Malgré les crimes commis, le processus du procès en est un de déshumanisation pour les accusés, et ce, notamment à cause de la formulation des accusations qui sont portées contre eux. En effet, les nazis étaient accusés de violation des lois et usages de guerre et d'avoir agi dans la poursuite d'un dessein commun de commettre les actes de violence allégués entre le 1er janvier 1942 et le 9 mai 1945. Ainsi, les accusés étaient plus perçus comme étant des individus, mais plus comme une partie nécessaire à un groupe et à un processus. Les demandes de grâce vont donc chercher à réhumaniser de façon individuelle chacun des accusés. Pour ce faire, les proches vont d'abord mettre l'accent sur la réputation et sur l'enfance des accusés. Dans le cas de Rudolf Suttrop, ça se remarque d'abord par les lettres qui sont écrites par sa femme. Elle affirme que Suttrop avait une bonne réputation, puis que celle-ci pouvait être corroborée par la bonne opinion qu'avait le pasteur du village de lui. Donc, elle va appeler un peu l'autorité de cette figure-là religieuse pour venir appuyer ses affirmations, pour prouver qu'elle ne dit pas n'importe quoi, dans le fond. Dans une lettre de ses parents, on assure aussi que sa vie respectable antérieure pouvait être confirmée par n'importe quelle enquête qui était menée par les autorités compétentes. Donc, on remet complètement en question le processus qui a été fait là, par les Américains. Les auteurs des lettres vont également défendre l'accusé en présentant l'influence et la respectabilité de la famille et des parents pour démontrer que les accusés n'avaient aucun facteur antécédent qui aurait pu les pousser dans la situation dans laquelle ils se sont trouvés et pour laquelle ils ont été accusés. Plusieurs des accusés vont s'humaniser eux-mêmes en tentant de démontrer qu'ils avaient de bonnes intentions derrière les actions qu'ils ont posées. Cet aspect-là se décline en trois sous-aspects. D'abord, les accusés vont expliquer qu'ils avaient la volonté et ont réussi à améliorer la situation du camp dans lequel ils se trouvaient. Dans la même veine, plusieurs accusés et membres de leur entourage vont mettre de l'avant le fait que les accusés avaient écrit à leur famille pour se plaindre des conditions qui existaient dans le camp dans lequel ils se trouvaient. Aussi, il y a plusieurs accusés qui vont noter le fait qu'ils auraient été transférés dans un autre camp parce qu'ils étaient trop cléments et trop gentils envers les accusés, ce qui créait des tensions avec l'administration SS sur place. Un cas qui est représentatif de ces arguments-là, c'est celui de Hugo Lausterer, commandant du sous-camp de Feldafing à Dachau. Une lettre qui est transmise par son avocat affirme que lors du dernier transport d'évacuation de ce camp-là, l'accusé aurait pris soin de procurer de la nourriture aux détenus et de s'assurer que ceux qui étaient malades avaient accès à des soins, ce qui aurait permis, selon lui, de sauver la vie de plusieurs de ces détenus-là. Une lettre qui est rédigée par sa femme affirme que le caractère humain de son mari peut être prouvé en fait par les lettres de plainte qu'il lui faisait acheminer concernant le traitement des prisonniers et par le fait qu'il détestait l'idée que des personnes soient maltraitées ou tourmentées. Également, pour certains accusés, leurs bonnes intentions se concrétisaient dans les actes qu'ils ont posés envers les détenus du camp. Par exemple, pour eux, les coups qui étaient donnés aux détenus étaient donnés pour leur bénéfice, pour leur éviter un sort pire que ce qui leur avait été imposé par les accusés. Christophe Noll, qui est un des capots qui a été jugé lors du procès, admet dans une demande de retrait de la sentence avoir ramené à l'ordre certains détenus en les giflant, pour éviter de devoir les signaler à l'administration du camp. Dans le même ordre d'idée, l'accusé Wilhelm Wagner affirme aussi avoir frappé des détenus, mais seulement s'ils étaient coupables d'une offense. Il évitait ainsi, selon lui, de devoir signaler l'événement, ce qui aurait mené à une action disciplinaire, en sachant que celle-ci aurait pu être beaucoup plus violente et plus grave que ce que lui a imposé aux détenus concernés. Finalement, il y a certains détenus qui vont mettre de l'avant leur volonté de devenir un membre utile dans la Nouvelle-Allemagne qui se dessinait. Dans le cas d'Alfred Kramer, il mentionne vouloir aider à relever l'Europe des ravages qui ont été causés par le national-socialisme. D'autres vont réclamer le droit de retourner à leur famille et vont demander aux autorités américaines de leur laisser une chance
de prouver qu'ils peuvent occuper une place dans la Nouvelle-Allemagne, et ce, comme l'écrit Johann Kick, pour le bénéfice de leur famille, mais aussi pour le bénéfice du public allemand. En deuxième lieu, afin de plaider leur cause, les accusés et les membres de leur entourage vont tenter d'en appeler au sentiment des membres de la Cour qui étaient responsables de la révision des sentences. D'abord, il est important de noter que certains des accusés devant le tribunal qui avaient été eux-mêmes des détenus du camp. En effet, il y a plusieurs accusés qui ont été arrêtés dans leur capacité de capot. Un capot, c'est un détenu nommé par la SS, en fait, qui était en charge de l'encadrement des prisonniers dans les camps de concentration. Ces derniers, ainsi que leurs proches, vont en appeler au sentiment des Américains en se présentant d'abord comme des victimes du système qu'ils ont aidé à maintenir en leur responsabilité de capot. Ils vont accuser les Américains de les traiter de la même façon qu'eux sont accusés de l'avoir fait contre les détenus, ce qui entrerait en contradiction complète avec le processus judiciaire qui est mis de l'avant par les Alliés. Dans le cas de plusieurs de ces accusés-là, ils sont défendus par une lettre qui est rédigée par le président du Comité international des prisonniers de Dachau, qui plaide qu'il est inhumain de la part des autorités judiciaires américaines de traiter de la même façon des anciens détenus et des hommes qui sont entrés volontairement dans les organisations hitlériennes. L'entourage des accusés va également insister sur la souffrance des familles dont le père, le fils ou le frère venaient d'être condamnés lors du tribunal. Les membres de l'entourage vont également mettre l'accent sur l'importance du rôle de l'accusé dans leur famille. Ça se remarque bien dans les lettres qui sont écrites pour le dossier de Friedrich Rupert. Dans une lettre qu'il a lui-même rédigée, il affirme être le seul support financier de sa famille puisque son père est décédé dans la guerre de 14-18. Les lettres de la femme de Hugo Larserer, encore une fois, présentent une situation semblable. Comme leurs fils sont décédés pendant la guerre, l'accusé devient le seul pourvoyeur de la famille qui, elle, à ce moment-là, souffre de le voir emprisonné. Les auteurs des lettres vont également tenter d'en appeler au sentiment des autorités judiciaires américaines en insistant sur l'impact de la condamnation de l'accusé, que cet impact-là, qu'est-ce que ça va être sur les enfants de la famille, en fait. En ciblant les sensibilités des autorités judiciaires, il y en a plusieurs qui vont utiliser le nom de leurs enfants pour demander un pardon ou une réduction de la sentence. Dans une lettre qui est écrite par la femme de Fritz Hintermeyer le 21 décembre 1945, elle va demander aux autorités judiciaires de lui faire ce cadeau de Noël-là à elle et à ses enfants de leur rendre leur père. Elle mentionne aussi ne pas savoir comment discuter de la mort disgracieuse qu'on lui a imposée, parce que ses enfants gardent un excellent souvenir de lui, en fait. Il y a plusieurs accusés qui vont également utiliser des blessures et ou des handicaps pour justifier certaines de leurs actions et s'en servir pour se déresponsabiliser aussi en partie. Par exemple, l'accusé Fritz Hintermeyer va écrire dans sa première lettre que ses capacités mentales avaient été réduites dues à plusieurs incidents. D'abord, une maladie contractée à l'enfance et une blessure à la tête faite sur le front de l'Est. Ces incidents-là, selon lui, ont entraîné une perte de contrôle, de mémoire et de jugement qui l'ont condamné à devenir, et je cite, « l'outil du commandant à qui il obéissait sans contradiction ». Dans d'autres cas, comme dans celui de Leonard Eichberger, ce sont ces blessures-là qui les ont obligés en fait, à accomplir certaines tâches. En effet, ce dernier a perdu une jambe au front et a été envoyé au camp de Dachau où il travaille dans l'administration du camp. Puis c'est dans ses capacités d'administrateur-là qu'il aurait été forcé de procéder à une douzaine d'exécutions. Finalement, certains accusés qui vont tenter d'en appeler au sentiment des Américains en revendiquant leur rôle dans le sauvetage des membres de troupes alliées ou américaines à un moment ou à un autre dans la guerre. On espère ainsi que le nationalisme et le patriotisme vont intervenir dans la perception de l'accusé et va venir amoindrir la sentence qu'on leur a imposée. Par exemple, l'avocat de Michael Redwitz mentionne qu'après son transfert à Dachau, à l'un des sous-camps, il aurait sauvé la vie d'une vingtaine de soldats américains en ne prenant pas en compte ses propres intérêts personnels. L'accusé Wilhelm Welter réclame avoir aidé des soldats américains qui étaient stationnés à la prison d'Augsbourg en brisant des grenades, ce qui aurait empêché une attaque qui devait être menée contre ces mêmes soldats américains-là. Finalement, le dernier type d'argument qu'on retrouve dans les lettres de pétition, c'est la remise en question des procédures judiciaires qui ont mené à la sentence des accusés. D'abord, les auteurs des lettres vont tenter de démontrer une mauvaise compréhension de la part des Alliés du fonctionnement du système de camp. Ça se note particulièrement dans la lettre qui est écrite par l'accusé Fridolin Pour, qui assure que les Américains, en fait, n'ont pas compris sa position ni ses devoirs en tant que médecin des troupes. Comme il était seulement le docteur pour les troupes nazies qui servaient de garde au camp, il n'était pas responsable pour le bien-être
des détenus, il n'y avait rien à voir avec ce qui se passait dans le camp. Donc, ils ne pouvaient pas être responsables ni des actions ni de la négligence pour lesquelles ils étaient accusés. Ensuite, les accusés et les membres de leur entourage vont remettre en question les preuves et les témoignages qui ont été utilisés contre eux. De cette façon-là, les auteurs des lettres vont remettre en question la crédibilité des témoins qui ont été appelés devant le tribunal contre eux. Pour remédier à cet aspect-là, pour eux qui était problématique, il y a plusieurs accusés dans leurs lettres qui vont proposer de convoquer des nouveaux témoins qui, eux, leur ont assuré de pouvoir témoigner de leur bonne foi et de leurs bonnes actions. Afin de discréditer les sentences qui étaient données à Dachau, les auteurs des lettres vont parfois entreprendre une comparaison avec des cas similaires aussi. Ça, c'est surtout pour les longues sentences de prison qui ont été données. Le cas d'Otto Schultz le démontre bien. Dans une lettre qui est rédigée par sa femme en février 1948, elle fait état en fait du procès de Nuremberg contre Oswald Pohl en 1947. Pohl qui était considéré comme un des responsables principaux du système de camp. À ce procès-là, la première accusation qui était portée contre lui concernait la conspiration et le dessein commun. Et ça, c'est une accusation qui a été largement mise de côté par la poursuite, qui a été un peu oubliée et invalidée. Il est donc, selon elle, illogique que son mari soit encore emprisonné pour les mêmes accusations, et ce, depuis 1945, et qu'il ne soit pas relevé, qu'il ne soit pas relâché, en fait, de prison. En contrepartie, en remettant les procédures en question, les auteurs des lettres vont souvent démontrer une incompréhension de l'accusation qui était portée contre les criminels de guerre. En effet, les charges de dessein commun qui étaient portées contre les accusés ne nécessitaient pas que la poursuite prouve que chacun des accusés avait commis des actes ayant mené à la mort de détenus, mais seulement qu'ils avaient joué un rôle dans le maintien du système de violence dans le camp. Ça ne se traduisait pas nécessairement par la violence physique, bien que c'est celle-là qui a été la plus répandue, mais aussi par la négligence matérielle qui ont été imposées aux détenus par les conditions qui étaient maintenues dans le camp. Ils vont donc critiquer le fait qu'il n'y ait aucune preuve directe pour des crimes spécifiques qui a été amenée contre eux pour justifier leur sentence. Finalement, il y a plusieurs accusés et membres de leur entourage qui vont démontrer une incompréhension du droit entourant la mise en place du procès. La lettre rédigée par la femme de l'accusé Peter Betz démontre bien la confusion de plusieurs autour de cette question-là. Selon elle, l'accusation portée contre son mari est invalide parce qu'il ne s'agit pas d'un aspect qui soit couvert par la loi pénale allemande. Elle affirme également que son mari ne peut pas être reconnu coupable sous le droit américain, d'abord parce que les actions qui lui sont reprochées ont été posées en Allemagne, mais aussi parce qu'il ne s'agissait pas d'une offense qui était châtiable ni sous la loi domestique, ni sous la loi internationale à ce moment-là. Toutefois, l'accusation de dessein commun est tout à fait imbriquée dans le droit international parce qu'elle concerne la violation des lois et des usages de guerre qui sont définis notamment par la Convention de la Haye de 1907 et des Conventions de Genève de 1929. Au final, sur les accusés reconnus coupables, il y en a 5 qui vont voir leur sentence être modifiée, 2 condamnations à mort qui vont être réduites à des emprisonnements de 20 ans et 3 condamnations à mort qui vont être réduites à 10 ans de prison. Il n'y a rien qui indique toutefois dans les sources que ces lettres-là ont vraiment eu une influence sur les autorités de révision militaires. Comme les lettres apportaient aucune nouvelle preuve devant la Cour, elles ne pouvaient pas réellement avoir un impact pour invalider une partie des dossiers qui étaient construits par la poursuite américaine et ne pouvaient pas corroborer de façon assez solide et impartiale les cas qui étaient présentés par la défense. Les auteurs de ces lettres-là vont quand même croire que d'en appeler au sentiment de justice qui habite les autorités judiciaires américaines en charge du procès pouvait permettre une révision en profondeur de leur dossier. Toutefois, ça pose quand même la question à savoir est-ce que ces autorités-là avaient à la base vraiment l'intention de faire une révision complète des sentences qui étaient données. Finalement, en tant que dernière ligne de défense, ces lettres-là n'avaient qu'une illusion de pouvoir réellement avoir un impact sur le sort des accusés. Excellent. Donc, on passe à la deuxième communication qui sera offerte par Chloé Poitras-Raymond, qui est une étudiante à la maîtrise ici à l'UQAM. Elle travaille sur un projet sur la question de la violence sexuelle perpétuée par les soldats britanniques pendant la période de l'occupation après la Deuxième Guerre mondiale. Et par hasard, c'est un projet que j'assume la direction. Pour lesquels j'assume la direction. Donc, je vous passe la parole.
Oui, donc bonjour. Aujourd'hui, ma communication va porter sur l'influence de la culture du viol sur la gestion des crimes de nature sexuelle commis par les soldats britanniques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et lors de l'occupation de l'Allemagne. Donc, on le sait un peu, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des viols de masse qui ont été commis par les Alliés, et on connaît surtout les cas commis par les Soviétiques. Par contre, les autres occupants, que ce soit les Britanniques, les Français et les Américains, bien, ils ont également commis des crimes qui, de leur côté, ont été quand même en partie gérés par les autorités militaires. Donc, l'intérêt, en fait, de notre mémoire, c'est de se pencher sur les différentes mentalités qui influencent cette gestion, ou dans certains cas, la non-gestion des crimes de violence sexuelle commis par les Britanniques. Et pour notre présentation, aujourd'hui, on voulait vraiment se pencher sur l'un de ces facteurs possibles-là, qui est la culture du viol, et savoir si ça a un impact sur le fait de ne pas gérer certains crimes de viol. Donc, les deux problématiques suivantes vont guider notre présentation. Donc, comment les différents mythes liés à la culture du viol influencent-ils la mise en place de procédures pour réprimer la violence sexuelle perpétrée par les soldats britanniques? Et également, le crime du viol est-il puni, ignoré ou dissimulé? Donc, on a deux points principaux qu'on veut aborder dans notre présentation. Donc, d'abord, les sources qu'on a consultées suggèrent que la culture du viol, elle est présente dans l'armée, elle est présente également chez les autorités qui gèrent spécifiquement la violence, en fait, les crimes commis par les soldats. Et également, nos sources suggèrent que certains de ces crimes-là n'ont tout simplement pas été gérés, et ce, de manière volontaire. Donc, notre hypothèse, c'est que la culture du viol est l'un de ces facteurs-là, parmi d'autres, qui influencent la non-prise en charge de certains cas de viol et d'agression sexuelle. Donc, les sources qu'on a utilisées sont assez variées. Donc, on a d'abord une série de documents qui proviennent d'organisations officielles, que ce soit le Foreign Office, le War Office, et également la police militaire. Et également, on a des témoignages, que ce soit écrits ou oraux. Dans le cas des témoignages oraux, ça provient du Imperial War Museum, qui est à Londres. Donc, c'est des entrevues qui ont été passées entre 1980 et 2010 auprès de vétérans britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, notre présentation va se diviser en deux parties. Donc, d'abord, on va parler de la gestion des crimes par les autorités britanniques, le fonctionnement. Et ensuite, on va parler de la présence de la culture du viol et son influence possible sur la gestion des crimes de violence sexuelle. Donc, avec le débarquement en 1944, il y a également une police militaire qui va suivre les troupes britanniques qui arrivent en France puis en Allemagne. Ça inclut une section qu'on appelle la Special Investigation Branch, donc c'est une branche spéciale d'enquête qui est chargée d'enquêter sur les crimes qui sont commis par les soldats britanniques. Donc, on s'intéresse aujourd'hui principalement à deux crimes. Donc, d'abord, le crime de viol, qui est la traduction de rape dans nos sources, qui est une félonie, donc un crime grave. Il s'agit d'une agression sexuelle avec pénétration. Et c'est la servitude pénale à vie qui est le châtiment maximum pour ce crime-là. Le deuxième crime, c'est ce qu'on appelle l'attentat à la pudeur, ou une traduction de indecent assault. Malheureusement, la loi martiale ne donne pas vraiment de définition claire de ce que c'est. Par contre, en regardant les différentes sources qu'on a, par exemple de la police militaire, on peut comprendre que ce serait une agression sexuelle sans pénétration, ce qui serait à ce moment-là un viol. Et au niveau de l'attentat à la pudeur, on a 2 ans d'emprisonnement maximum si la victime est une femme et 10 ans de servitude pénale si la victime est un homme. Donc, lorsqu'il y a une plainte pour un crime, normalement, elle devrait être faite à la police militaire. Par contre, on voit dans les sources que c'est souvent fait à un soldat qui ensuite, lui, va transférer normalement la plainte à la police militaire qui va être chargée d'enquêter. Donc, on va assister à une prise du témoignage de la victime, du suspect s'il a été identifié, et des témoins s'il y en avait qui ont été témoins de ces crimes-là. Il va également avoir souvent des parades d'identification, donc dans lesquelles la victime va tenter d'identifier le suspect parmi une série de soldats. Et enfin, la victime va également subir un examen médical. On est à la recherche de traces de trauma, de violence sexuelle ou de traces de lutte si le crime a été une extrême violence. Donc, normalement, ces crimes-là devraient être transférés en cour martiale. C'est la façon qui devrait être gérée pour le viol, l'attentat à la pudeur. Par contre, on sait, selon nos sources, qu'il y a très peu de ces crimes-là qui ont véritablement été transférés parce que seulement les cas qui avaient de bonnes chances de conviction étaient au final transférés. Donc, si l'accusé n'avait pas de bonnes chances d'être reconnu coupable, on ne les transférait pas. Et ça, c'est plutôt rare lorsqu'on parle de violence sexuelle
entre autres parce que le témoignage des victimes semble être insuffisant pour faire condamner un accusé de violence sexuelle. Il faut comprendre en fait que souvent les autres preuves qu'on a, comme l'examen médical, est souvent négatif parce qu'en période de guerre et d'occupation, on a souvent cette image-là des viols extrêmement violents. Il y en a, effectivement, mais il y en a beaucoup aussi qui sont des viols qu'on appelle par la peur, donc des viols à main armée. Donc, les victimes qui choisissent de ne pas se débattre pour ne pas être tuées. Donc, ça donne des examens médicaux qui sont négatifs, donc pas de preuves en procès. Également, on a souvent très peu de témoins qui peuvent venir corroborer les dires de la victime. Les viols ont lieu de soir, de nuit, dans des endroits isolés, donc on n'a souvent pas de témoins. Et comme j'ai dit, la parole de la victime contre celle de l'accusé, bien souvent, en fait, ça va plutôt pencher du côté de l'accusé qui a quand même le innocent jusqu'à la preuve du contraire qui joue de son côté. Donc, ce qu'on a, c'est que les sources montrent quand même qu'il y a des enquêtes qui ont lieu sur les crimes de violence sexuelle. Par contre, on n'a aucune information à savoir si ces enquêtes-là sont transférées en cour martiale et encore moins à savoir s'il y a une reconnaissance de culpabilité. Ce qui est possible, et ça c'est vraiment une hypothèse, c'est que certains de ces crimes-là auraient pu être gérés en audience sommaire. Donc l'audience sommaire qui est normalement réservée aux crimes mineurs, parce que la sentence est de maximum 28 jours d'emprisonnement et de perte de salaire. Ça se déroule devant le commandant officier de l'unité de l'accusé, et donc ça ne laisse... En fait, on n'a aucune preuve écrite de ces audiences sommaires-là encore aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir des audiences comme ça pour éviter de laisser des traces, pour protéger la réputation de l'armée, tout en punissant de manière très partielle le crime de violence sexuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'occupation britannique a pour objectif une rééducation, une démocratisation. Donc, on a besoin avec ça quand même une bonne relation avec la population locale. Donc, en dissimulant ces crimes-là, ça pourrait être possiblement une façon de garder ces bonnes relations-là. Par contre, ce qui est également clair, c'est qu'on a certains crimes qui ont tout simplement pas mené à des cours martiales ou même à des audiences sommaires, et ça pour 3 raisons principales. Donc d'abord, on a le problème de l'identification. C'est très difficile en temps de guerre d'arriver à identifier les accusés. Donc d'abord, on a parlé que ces viols-là avaient lieu souvent de soir, de nuit. Donc les victimes voient très mal le suspect, donc on a de la difficulté à l'identifier en raison de la luminosité. Également, contrairement aux violences sexuelles qui ont lieu en temps de paix, en temps de guerre, d'occupation, l'agresseur est généralement un inconnu ou quelqu'un que la victime connaît très peu, et en plus, ils portent tous le même uniforme, donc ça devient encore plus difficile de les identifier. Donc, on a certains suspects qui sont tout simplement jamais retrouvés, et ça, c'est pas nécessairement volontaire de la part des autorités militaires, c'est simplement que c'est pas possible de les retrouver. Comme mentionné un peu plus tôt, le témoignage est insuffisant également, souvent pour faire condamner un accusé. Donc, dans le cas d'un témoignage l'un contre l'autre, le soldat peut mettre, lui, de l'avant son bon comportement, alors que la victime joue avec des préjudices qui sont contre elle. Donc, c'est une ancienne ennemie, elle est allemande, et également, on va le voir un peu plus tard, il y a certaines cultures de viol qui sont encore présentes à ce moment-là. Mais également, le troisième point, et c'est ce que je parlais après, il y a une certaine protection volontaire de certains agresseurs qui est faite par les autorités militaires. Donc, on a certaines traces que des officiers auraient fourni de faux alibis, auraient volontairement fait une parade d'identification sans les suspects, et encore qui auraient tout simplement rejeté des plaintes avant même de faire une enquête pour les crimes. Donc, on a par exemple le cas du soldat Blackman, qui est à Lübeck en 1945. Donc, il a reçu une plainte de 2 victimes allemandes qui ont été agressées par 2 soldats britanniques. Et il a réussi à retrouver ces 2 soldats-là qui ont été identifiés par les victimes. Il les a ramenés à son colonel. Et son colonel, plutôt que d'enclencher des procédures pour enquêter sur le crime et le mener en cour martiale, il a plutôt affirmé avoir été en présence des 2 suspects au moment du crime, les a envoyés en permission et également a affirmé aux victimes qu'ils ne pouvaient absolument rien faire pour elles. Donc, non seulement il a fourni un faux alibi, mais il s'est également assuré que si les victimes vont porter plainte à la police militaire, bien, les suspects allaient être rendus loin en permission. Et également, il envoie le message que ce crime-là, en fait, il n'est pas suffisamment grave, ou du moins suffisamment grave lorsqu'il est commis contre des victimes allemandes pour qu'on le gère. Donc, on a également David Rudd, qui était objecteur de conscience et membre de la Friends Ambulance Unit, et vous m'excuserez mon anglais, il affirme
In fact, the British troops raped occasionally, and that was treated with not much regard for the due process of law. We weren't concerned with the legal side, so what would happen to people, I don't know. They were not very often in court. There was not a lot we could do about it, except report allegations of rape. Donc, ce qu'on a, c'est que non seulement lui, d'autres soldats et d'autres membres des forces auxiliaires qui vont mentionner que ça ne sert à rien de dénoncer parce qu'ils sont convaincus que rien ne va être fait pour aider ces victimes-là. Donc, on a certaines preuves ici et là qu'il y a des cas qui ne sont pas punis, mais qui sont plutôt ignorés, voire dissimulés. Et donc, c'est maintenant pertinent de se pencher sur quelles mentalités peuvent expliquer cette non-gestion-là. Et à notre avis, la culture du viol, notamment ce qu'on appelle les mythes du viol, serait l'une de ces mentalités-là qui influence. Quand on parle d'un concept de mythe du viol, on parle de tout ce qui est préconception, préjudice, préjugés qui concernent le viol, les victimes et les agresseurs et qui va jouer à ce moment-là contre les victimes dans les procès. C'est une série de croyances qui sont tenues pour vraies par la communauté, dans ce cas-ci, qui est l'armée britannique. Donc, dans nos sources, on en a trouvé 4 qui sont présents. Donc, le premier, vous allez voir, sont malheureusement encore souvent présents aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le fait que les femmes mentent concernant la violence sexuelle et que c'est donc les hommes qui sont à risque d'être faussement accusés. Donc, on a l'un des membres de la SIB qui a été interviewé en 2010 qui mentionne un cas sur lequel il travaillait. Il dit que la victime qu'il avait sur ce cas-là faisait vraiment pitié et il insiste parce qu'elle avait un vrai cas, pas quelque chose qui est inventé ou quelque chose qui est embelli. Donc, ça suggère que dans d'autres cas, il faisait face à des cas que lui pensait qui étaient inventés. Aussi, on a, dans notre seul procès qu'on a de disponible, les sources sont un peu difficiles quand on travaille sur la violence sexuelle, on a un seul procès complet de violence sexuelle, et dans ce procès-là, le juge avocat va mentionner donc, in certain circumstances, women are rather prone to make accusation of such a type, and it is often very difficult for a man to combat such an accusation. Donc, dans ce cas-ci, ce procès-là mène à un verdict de culpabilité, donc la victime a finalement été crue, mais on comprend qu'avec cette vision-là, c'était probablement pas toujours le cas, et on voit également une certaine sympathie, biais positif envers l'accusé plutôt qu'envers la victime. Et enfin, dans les sources de la SIB, donc les enquêteurs, on va voir plusieurs cas où les officiers n'ont tout simplement pas cru les victimes lorsqu'ils sont venus faire une plainte et qui ont abandonné les enquêtes immédiatement. Donc, deuxième mythe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là fictive de la victime dans le crime. Donc, l'idée que c'est le comportement, les agissements spécifiques de la victime qui fait qu'elle a été violée. Donc, on parle par exemple d'une femme qui se promène seule de soir, donc qui aurait couru après le crime et qui donc ne devrait pas se plaindre. Donc, si on revient à Coden, qui est toujours notre membre de la SIB, il va mentionner au sujet des violences sexuelles en général, donc, then sexual cases, alleged rape, there wasn't a week when I didn't have to go out and investigate a so-called alleged rape, you know, when a young lady didn't know when to say stop or not convincingly enough, and she came home and decided that, well, this was rape. Donc, cette entrevue-là, je le rappelle, menée en 2010, démontre que certains membres de la police militaire rejettent la responsabilité du viol sur les victimes et que c'est cette vision-là qu'ils ont conservée plus de 60 ans plus tard lorsqu'ils ont fait les entrevues. Et ça suggère en fait que plusieurs cas qui n'étaient pas crédibles à ses yeux en raison du comportement des victimes plutôt que celui des agresseurs. Troisième mythe concernant la violence sexuelle, c'est celui de l'apparence des victimes, l'apparence des victimes qui seraient responsables de l'agression en tant que telle, donc que ce soit l'âge, la stature, l'habillement, le maquillage, la beauté en fait des victimes qui influenceraient leur probabilité d'être victimes et également leur crédibilité lorsqu'elles sont effectivement victimes. Donc ça peut affecter leur crédibilité de deux façons. Donc d'abord, on a cette idée que les femmes habillées, maquillées, hors normes, des bons goûts, bonnes mœurs de l'époque, auraient provoqué l'agression, donc seraient responsables plutôt que l'agresseur. Mais le mythe peut également jouer avec le contraire, donc une crédibilité qui est questionnée quand les femmes ne correspondent pas à l'idée que les autorités se font d'une femme, et je mets de gros guillemets ici, mais violable, donc en fonction de son âge, de sa beauté. Donc, j'ai un exemple ici pour le deuxième aspect. Donc, toujours dans notre procès pour viol, le juge avocat, avant que le jury aille délibérer pour le verdict, va faire un résumé de la preuve et il va mentionner à propos de la victime.
You saw the woman, she is 40 years of age, and you must decide whether anybody, however depraved in their sober senses, will ever try to rape a woman of that type. It is possible. Donc, dans ce cas-ci, je remets mes guillemets, la victime a été jugée violable, mais l'attitude de ce juge avocat-là, qui est souvent la seule personne qui a une formation judiciaire en passant dans ces procès-là, ça suggère que ce n'est pas toujours le cas et que les victimes sont jugées en fonction de leur âge, de leur apparence physique. Enfin, donc le quatrième, excusez-moi, mythe qui est présent dans nos sources, c'est cette vision de la femme comme butin de guerre. Donc, cette idée que la femme ennemie serait la juste récompense qui est due aux soldats pour leurs efforts dans la guerre. Cette vision-là ne rend pas nécessairement le viol pas grave aux yeux des soldats, mais le rend normal, en fait. Il est maintenant vu comme une sorte de fatalité qui va arriver dans toutes les guerres, qui va arriver peu importe. Donc, ça sert un peu à rien, en fait, de faire quelque chose lorsqu'on en est témoin. C'est un mythe qui est surtout présent chez les soldats plutôt que chez la police militaire. Donc, il va surtout influencer le transfert des plaintes des soldats qui sont témoins de cette violence-là, plutôt que d'agir sur le jugement ou sur les enquêtes. Donc, on a donc plusieurs soldats qui vont mentionner en entrevue orale avoir été témoins de violences sexuelles qui ont été commises soit par des Britanniques, Américains ou des Russes, et de ne pas être intervenus ou de ne pas avoir transmis la plainte à la police militaire parce qu'il y avait cette vision-là que c'est un phénomène qui arrive en temps de guerre et qui ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Ce qui est faux dans la mesure où il y a une police militaire qui est là pour ça. Et certains vont aller plus loin et vont rejeter la faute sur la nationalité de la victime en disant que le viol arrive spécifiquement parce que les Allemands ont commencé la guerre. Donc, ils vont vraiment venir déculpabiliser les agresseurs alliés pour plutôt mettre ça sur la faute des Allemands. Donc, on a par exemple Ronald Petz, qui est interviewé lui aussi dans le cadre de ces entrevues-là. Il est soldat britannique aussi, et il va répondre à un père allemand qui est venu faire une plainte parce que sa fille a été violée, et il va lui répondre, et c'est l'histoire orale, donc c'est un peu le chaos comment il parle. Et il va dire « Look, I can do nothing, I'm sorry, this is war, this is part of war, I agree what happened to your daughter is terrible, this is the end of the war now, don't forget Hitler started the war, and this is part of it. » Donc, ce qu'on comprend, c'est que les soldats ne sont pas nécessairement d'accord ni enthousiastes envers la vision de la femme comme butin de guerre. Par contre, ils trouvent ça suffisamment normal pour ne pas intervenir et pour aider ces gens-là. Donc, en conclusion, la majorité des soldats qui abordent la violence sexuelle sont choqués par celle-ci, trouvent que c'est un crime qui est grave, mais ça ne les empêche pas de ne pas intervenir et d'entretenir des préjugés envers les victimes de violences sexuelles. La question de savoir si la culture du viol influence la gestion des crimes de violence sexuelle est quand même complexe parce que malheureusement, dans nos sources, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est très complexe, les sources pour les violences sexuelles. Le lien de corrélation directe est difficile à voir. On n'a pas de procès dans lequel la preuve va être amenée et qu'on va dire spécifiquement « c'est pour ça, c'est comme ça que je pense ». Donc, c'est ce qui fait qu'on ne punit pas. Par contre, on a quand même très clairement une culture de viol qui est présente dans l'armée et on a très clairement aussi des crimes qui ne sont pas punis, mais plutôt ignorés et dissimulés. Et dernier petit élément qu'il faut mentionner, les entrevues orales ont été menées en 1980 et 2010. Donc, les gens qui parlent dans ces entrevues-là ont eu le temps d'être influencés par l'évolution du mouvement féministe et également par les changements dans les crimes de guerre, notamment avec le début du viol comme un crime de guerre à partir de 1994. Donc, ça va également influencer leur manière de raconter les événements. Ça fait ça. Merci. Alors, notre troisième et dernière communication sera donnée par Laurent Vigoët-Saintonge, qui est en train de finir son mémoire sur les politiques de protection patrimoniale en Italie pendant la campagne italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale également. C'est un projet que j'ai eu aussi l'honneur de diriger ici à l'UQAM. Et le titre de son projet, de sa communication, est les efforts de préservation patrimoniale déployés par les forces militaires alliées sur le territoire italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. Donc, bonjour. Comme M. Steinhoff a dit, je vais vous présenter quelques conclusions de mon mémoire de maîtrise, notamment les chapitres 3 et 4, qui portent sur les politiques patrimoniales alliées pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la campagne italienne de 1943 à 1945.
Donc, ce que je souhaite démontrer aujourd'hui, c'est que la protection patrimoniale était pour les Alliés un outil à vocation beaucoup plus pragmatique, donc qui servait notamment à gagner la guerre de l'image, ou plus généralement pour des raisons militaires, diplomatiques ou politiques, que pour des motivations idéologiques, morales ou même patrimoniales. Donc, je vais me concentrer sur la question de l'utilité concrète qu'elles avaient pour les autorités alliées. Donc, dans l'historiographie, il y a une grande historiographie qui se penche sur l'histoire du patrimoine pendant la Seconde Guerre mondiale, mais généralement, les ouvrages touchent aux motivations des officiers sur le terrain qui étaient chargés de la protection patrimoniale, ou sur les pillages allemands, sur le patrimoine et l'Holocauste, etc. Donc, vous avez deux ouvrages ici très importants pour mon travail que j'ai utilisé. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Cependant, dans l'historiographie, il n'y a aucun ouvrage qui aborde le point de vue des autorités militaires et pourquoi est-ce que les autorités militaires ont décidé de mettre en place des politiques patrimoniales effectives et concrètes pour protéger des destructions possibles. Donc, c'est un manque dans l'historiographie. Avant de continuer, je vais définir certains concepts, évidemment. Donc, le concept de patrimoine va être pour moi tout objet à caractère culturel, artistique, archéologique ou historique, qui soit de propriété privée ou publique. Il va englober les bâtiments historiques et culturels, tout comme les œuvres d'art portatives à vocation culturelle, historique ou religieuse, comme des peintures, des sculptures, des livres rares, etc. Aussi, j'entends par les termes protection, sauvegarde et préservation, qui sont à peu près tous synonymes aujourd'hui, tous les gestes qui ont pour but d'empêcher ou de limiter la destruction d'objets ou de bâtiments historiques et culturels face au combat ou à l'occupation du territoire par la suite. Donc, pour ma maîtrise, les sources principales que j'ai utilisées, c'est des rapports quotidiens, mensuels, finaux, ou des mémoires d'après-guerre des officiers qui sont chargés de la préservation patrimoniale pendant la guerre. J'ai également dépouillé beaucoup de communications officielles et non officielles des forces armées en général. En tout, j'ai dépouillé de près de 2800 documents pour mon mémoire de maîtrise, donc ça touche quand même à beaucoup de types de documents. Donc voilà. Les politiques patrimoniales alliées qui vont être déployées dans les premiers mois de la campagne italienne étaient confrontées à deux problèmes qui ont été fondamentaux. D'abord, pour la campagne, les Alliés vont se baser sur la campagne d'Afrique du Nord pour mettre en place leur politique patrimoniale. Le problème, c'est que la campagne d'Afrique du Nord n'était pas un exemple valable qui pouvait se transposer à la campagne italienne. La haute densité d'œuvres d'art sur le territoire italien et le fait que ça allait être une guerre très différente sur la péninsule italienne fait en sorte que les présomptions que les Alliés avaient étaient fausses par rapport à ça. Ensuite, il y a eu des problèmes d'ordre plus conceptuel qui faisaient en sorte que les Alliés voulaient éviter d'une manière presque obsessive d'entraver les objectifs militaires avec des préoccupations extérieures. Et ça menait à mettre au second plan les objectifs patrimoniaux qui avaient été mis en place. Donc, ces deux problèmes-là restent latents, notamment dans la création du Monuments, Fine Arts and Archive Program, MFAA, pour les intimes, dont les officiers sont appelés Monumentsmen. Vous voyez des Monumentsmen qui sont juste ici sur la photo. Pour la présentation aujourd'hui, je vais me concentrer notamment sur l'expérience du MFAA. Voilà. Donc, le MFAA était au cœur des efforts de protection alliés et était intégré aux structures du gouvernement d'occupation. Son rôle était de mettre en place concrètement les objectifs en termes de préservation qui avaient été fixés par les autorités militaires alliées. Mais pendant les premiers mois, comme j'ai dit, ont été confrontés à des problèmes très particuliers. D'abord, le fait que le MFAA a été créé selon des critères de la campagne africaine a fait en sorte que les perceptions alliées quant à la nécessité de la protection patrimoniale étaient très basses. Donc, il y a eu un manque criant, notamment de personnel qualifié qui ont été mis en place pour la protection patrimoniale. Également, l'organisation du MFAA a été fondée selon le principe qu'elle était très peu importante et qu'elle ne devait absolument pas entraver l'effort militaire allié. On peut voir cette perception-là, notamment dans la devise de l'organisation, qui est « We protect the arts at the lowest possible cost ». Je pense que c'est assez clair. Donc, ces réalités-là ont handicapé les efforts patrimoniaux du MFAA dès le début de l'invasion. Ça a mené notamment à un manque criant de transport, de matériaux et de fonds pour engager de la main-d'œuvre et réparer les choses. Ensuite, la structure même dans laquelle le MFAA devait travailler minait son travail.
En effet, il n'y avait aucun officier qui avait été affilié au quartier des généraux, des armées, qui combattaient sur le territoire italien. En conséquence, il n'y avait aucune prise en compte du patrimoine qui était faite dans la préparation des offensives. Et ça faisait en sorte que les Monumentsmen ignoraient tous des plans de ce qui s'en venait, ne pouvaient pas se préparer adéquatement aux destructions et ne pouvaient pas les prévoir non plus. Donc, ils arrivaient et tout était détruit, ils ne savaient pas trop quoi faire rendu là. Également, les Alliés ont divisé les régions de l'Italie en plusieurs régions, et chaque région s'était vue affilier un Monumentsman. Et le problème, c'est que l'armée refusait que le Monumentsman se rende dans la région qui lui était assignée tant que la région n'était pas entièrement libérée, et ce qui pouvait être très long. En conséquence, les Monumentsmen étaient généralement laissés loin à l'arrière du front ou arrivaient avec beaucoup de retard dans leur région, ce qui menait à des difficultés pour sauvegarder les bâtiments endommagés. C'était impossible de prévenir les destructions des monuments et c'était également impossible d'endiguer les pillages et les vandalismes qui étaient causés par les troupes alliées elles-mêmes. Bon, il faut comprendre que ces limites-là n'étaient pas imposées par malice, par les militaires évidemment. Ils voulaient surtout restreindre l'influence de la conduite militaire, l'influence de la protection patrimoniale sur la conduite militaire. Effectivement, les Alliés voyaient une séparation assez claire entre la nécessité que demandait la victoire contre l'Allemagne et toutes les autres considérations qui étaient considérées comme relativement secondaires. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi les Alliés vont continuer à bombarder les villes italiennes tout au long de la guerre, peu importe l'importance patrimoniale de ces villes-là. Mais cependant, c'est au moment de la conquête de la ville de Naples, la première conquête d'une ville importante en Europe par les Alliés occidentaux, que ces limitations-là vont péter au visage des Alliés, pour mettre ça scientifiquement. En effet, au moment de la prise de la ville, il n'y avait aucun plan de protection du patrimoine qui avait été mis en place. En conséquence, il n'y a eu aucune réglementation claire pour le comportement ou le cantonnement des troupes, ce qui a mené à des pillages, du vandalisme et l'utilisation inappropriée des bâtiments patrimoniaux. En plus de ça, le premier Monumentsman à arriver sur place est arrivé avec 19 jours de retard. Bien, pas 19 jours de retard, il est arrivé avec 19 jours après la conquête. Donc, il ne pouvait rien faire pour combler le manque de directives claires quant au patrimoine. Et en plus de ça, quand il est arrivé, le Monumentsman, il n'y avait absolument aucune autorité, donc il était grosso modo inutile sur place. Donc, c'est à Naples qu'on a vu la défaillance du système de préservation qui avait été mis dans les premiers mois de la campagne italienne. Et ça va mener à un tournant, dans le fond, dans l'histoire de la protection patrimoniale. Les conséquences tangibles pour les Alliés de ces déboires napolitains-là ont été que les pillages et les vandalismes, les pillages et le vandalisme ont scandalisé l'opinion publique à travers le monde. Ça a mené le haut commandement à repenser la place du patrimoine dans les efforts de guerre. Ça a également forcé les Alliés à agir de façon concrète pour éviter que ça se répète, à cause qu'il y avait la ville de Rome, de Florence qui s'en venait aussi à être libérée, donc ils ne voulaient pas que ça se répète. Donc, il y a eu une révision des cadres dans lesquels le MFAA va opérer, et il y a une refonte de l'approche idéologique face à la protection patrimoniale. Donc, ces changements d'attitude-là vont être cristallisés dans une lettre du général Eisenhower qui date du 29 décembre 1943 et qui dit comme suit. Today we are fighting in a country which has contributed a great deal to our cultural inheritance, a country rich in monuments which by their creation help and now in their old age illustrate the growth of the civilization which is ours. We are bound to respect those monuments so far as war allows. Donc, mis à part le fait qu'Eisenhower avait un accent français, la directive d'Eisenhower mène à des changements dans les politiques patrimoniales. Premièrement, ça établit la protection comme étant un objectif officiel des forces militaires alliées. Et deuxièmement, ça dicte les cadres dans lesquels les militaires doivent agir face au patrimoine italien. Donc, en théorie, après que la nécessité militaire était comblée, les commandants devaient tout faire en leur pouvoir pour protéger le patrimoine. Cependant, ces changements-là vont venir avec des limites. Et cette limite-là est incarnée par la phrase « so far as war allows ». Donc, dans le fond, le texte contient des ambivalences qui permettent aux militaires de ne pas avoir les mains liées par les objectifs patrimoniaux. Par exemple, il n'y a aucune définition de ce que c'est que la nécessité militaire. Ça donne de cette façon-là une grande flexibilité d'interprétation de l'ordre aux militaires sur le terrain et ils ne vont pas hésiter à s'en servir. La directive d'Eisenhower va également être suivie d'une refonte des structures du MFAA, notamment par l'intégration d'experts aux quartiers généraux des armées sur le territoire italien. Ces experts-là vont avoir comme travail de se promener sur les lignes de front et d'entrer dans les villages et les villes qui vont être tout juste libérés.
Ça va permettre les réparations urgentes et également la gestion du cantonnement des troupes et l'utilisation de certains bâtiments. Donc, c'est un changement drastique pour le travail des Monumentsmen. C'est une grande amélioration pratique. Cependant, c'est une amélioration pratique, pardon. Ces changements-là vont être limités également parce que ça ne signifie pas que les objectifs patrimoniaux prennent une place plus importante dans les objectifs militaires. Ça permet aux MFA de fonctionner efficacement pour atteindre leurs objectifs qui avaient déjà été précédemment donnés, mais ça ne leur donne pas une plus grande priorité dans les décisions qui sont prises. Donc, ce que l'expérience du MFA nous permet de comprendre, c'est la place secondaire qu'avait la protection patrimoniale pour les Alliés. Et ça nous fait comprendre également qu'il fallait que les destructions patrimoniales aient un impact significatif sur la conduite de la guerre pour que les changements soient mis en place, dans le fond. Donc, il y a également certains événements de la campagne italienne qui permettent de mettre en lumière l'utilité qu'avait la protection patrimoniale pour les Alliés. Évidemment, je ne peux pas entrer dans tous les exemples que j'utilise dans ma maîtrise, ni dans toutes les nuances, mais je vais comparer deux événements qui sont relativement représentatifs, soit la bataille de Monte Cassino et la conquête de la ville de Florence. Donc d'abord, à Monte Cassino, le premier véritable test pour les réformes patrimoniales suite à Naples, les Alliés, à ce moment-là, voulaient avancer vers Rome le plus rapidement possible, mais se sont heurtés à la ligne défensive allemande, la ligne Gustave, dont la clé de voûte se situait dans le village de Monte Cassino. Le problème, c'est qu'au sommet d'une montagne, à côté de Monte Cassino, se situe l'abbaye de Monte Cassino, qui est le berceau de l'ordre bénédictin, qui a été fondé par Saint Benoît au VIe siècle. Donc, c'est un bâtiment qui est particulièrement important en termes culturels, religieux et historiques. Malgré tout, les Alliés vont bombarder et détruire l'abbaye au complet le 15 février 1944. Vous pouvez voir les ruines juste en haut de la photo qui est ici. Et également, il n'y avait aucune directive concrète qui avait été mise en place avant ou après quant à la protection du bâtiment de l'abbaye de Monte Cassino. À l'opposé, au moment de la conquête de la ville de Florence, comme à Monte Cassino, la ville de Florence se trouve sur une ligne défensive allemande, soit la ligne gothique. Il y avait des beaux noms de lignes défensives. Mais contrairement à Monte Cassino, les Alliés avaient à ce moment-là mis en place des tactiques militaires pour éviter d'attaquer la ligne de front. Il y avait également mis en place une série de directives pour gérer le cantonnement et éviter les troubles pour le patrimoine de la ville. Même les bombardements aériens vont être réglementés pour viser à éviter au maximum de dommages au patrimoine de la ville. Donc, dans les deux cas, les objectifs patrimoniaux avaient une importance non négligeable en termes patrimoniaux, mais également en termes tactiques et stratégiques. Mais ils ont eu un traitement différent. Donc, je me suis posé la question à savoir pourquoi c'était le cas. Pardon. Et j'ai découvert que les Alliés basaient leurs décisions quant à l'attaque ou à la protection de cibles patrimoniales sur deux facteurs distincts. Donc, mis à part les facteurs extérieurs à leur contrôle, comme la décision des Allemands de défendre un certain territoire, les Allemands basaient sur deux facteurs particuliers, soit l'impact en termes de relations publiques, en termes de diplomatie politique, qu'aurait la destruction ou la survie d'un patrimoine donné. Et deuxièmement, l'impact en termes militaires, soit en termes tactiques, stratégiques, logistiques ou sur le moral des troupes. Donc, les décisions des autorités militaires dépendaient de la comparaison de ces deux facteurs-là comme un jeu de balance, dans le fond. Il faut bien noter que de façon très générale, c'est juste ces deux facteurs-là qui vont être tenus en compte dans les décisions alliées. Donc, dans le cas de Florence, plus rapidement, la destruction importante du patrimoine et par les Alliés était considérée comme possiblement catastrophique pour leur image. Et à l'opposé, le fait de ne pas attaquer et garantir la survie du patrimoine de la ville n'avait aucun impact négatif significatif en termes militaires. Donc, un rapide calcul suggérait que c'était mieux de protéger le patrimoine, même si ça influençait la conduite de la guerre. Dans l'autre cas, dans le cas de Monte Cassino, c'était considéré que l'impact négatif en termes de relations publiques serait négligeable. Ils se sont trompés sur cet aspect-là, mais quand même. Et l'impact négatif en termes tactiques et sur le moral des troupes serait au contraire très grand. Donc, ils ont décidé de détruire le bâtiment. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que malgré ces deux facteurs distincts-là, il y a un facteur qui manque dans le calcul, c'est-à-dire le facteur patrimonial. Les Alliés n'ont jamais considéré l'importance patrimoniale d'un bâtiment ou d'une ville pour décider de le détruire ou pas. C'était vraiment des facteurs qui étaient militaires ou de relations publiques. Donc,
pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bien, simplement parce que les politiques patrimoniales étaient un exercice pragmatique pour les Alliés. Les politiques patrimoniales n'avaient pas comme objectif premier de protéger le patrimoine, mais avaient comme objectif de protéger leur image, par exemple. Donc, en conclusion, malgré la création du MFAA et l'implantation de politiques patrimoniales aux structures alliées, l'application des efforts dépendait de facteurs qui n'avaient rien à voir avec la qualité patrimoniale, historique ou culturelle de bâtiments ou d'œuvres d'art. Comme on le voit avec le MFAA, les objectifs patrimoniaux étaient secondaires et même tertiaires. Les préoccupations morales étaient évidemment présentes chez les Alliés, mais il fallait un avantage tangible sur la campagne militaire ou à l'inverse, aucune influence, aucune incidence sur la conduite de la guerre pour que les politiques patrimoniales soient appliquées de façon concrète. Donc, c'est un outil pragmatique. Voilà. Merci. Environ 15 minutes pour des questions. Ceux et celles qui ont des questions, je vous invite à aller au micro. Non seulement ça va être dans la salle, mais c'est ce qu'on essaie d'enregistrer. Allô? Ma question, c'est pour Chloé, en fait. Je ne sais pas si tu as rencontré dans tes recherches des cas qui impliqueraient des mineurs ou des enfants. Puis si, dans ces cas-là, il y avait une réponse plus agressive ou des sentences ou plus de condamnation dans ces cas-là. Oui, donc j'ai vu des cas sur des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Par contre, ces cas-là, ce sont des cas qui sont dans les sources de la police militaire. Donc, on a les premières actions qui ont été prises. Donc, on sait qu'ils ont fait le témoignage et qui ont, par exemple, commencé une enquête, mais j'ai rien de plus. Okay. J'ai toute la suite, elle n'existe pas, ou elle est tout brûlée, ou elle est cachée, je ne sais pas elle est où, mais je ne l'ai malheureusement pas. Donc, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on voit quand même à quelques reprises, c'est un jugement envers les mères. Ah. Donc, que c'est les mères qui viennent porter plainte. Et donc, là, on remet en question la plainte faite par la mère, parce qu'évidemment, c'est pas le jeune garçon ou la jeune fille qui va faire la plainte quand ils sont très jeunes. Et donc là, on n'est pas sûr est-ce que la mère ment, est-ce qu'elle a une raison de mentir pour ça. Donc, pour les procès, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour vos présentations. Ma question est pour Rosalie. Je voulais savoir si, en fait, c'était possible qu'un accusé, comme d'homme... Comment choisir ça? Désolé, qu'un accusé plaide plus qu'une de ces raisons-là pour faire diminuer sa peine. Oui, mais en fait, dans les dossiers des accusés, il y a vraiment un dossier pour chacun des accusés qui regroupe toutes ces lettres-là. C'est très, très rare qu'un accusé va avoir seulement une lettre dans son dossier. Là, j'ai pris quelques cas comme ça, là, divisés pour montrer vraiment qu'il y avait une variété de gens qui utilisaient une variété d'arguments. Mais ça arrive effectivement que dans la même lettre, on va avoir 3, 4, 5, 6 arguments différents pour vraiment monter un cas, pour démontrer qu'on est une bonne personne et qu'on ne mérite pas, en fait, la sentence qu'on nous a imposée. Ça peut être un argument qui va varier d'une lettre de sa femme, par exemple, à celle de sa mère, des arguments qui vont s'entrecroiser comme ça aussi. Mais oui, une personne va souvent, en fait, utiliser plus qu'un argument pour se défendre. Merci. Salut. Moi, j'ai une question pour Rosalie. En fait, je me demandais en termes, puis excuse-moi si tu l'as mentionné, puis j'ai juste pas saisi, mais en termes quantitatifs, c'est quoi les stratégies rhétoriques qui reviennent le plus souvent dans ces défenses des accusés? Oui, je ne l'ai pas mentionné, puis j'ai laissé la feuille chez moi, mais j'avais tout calculé ça. Je dirais que, d'abord, tout ce qui concerne la famille, quand on a des enfants, c'est 100% du temps mentionné, combien il y en a, quel âge ils ont, est-ce qu'ils jouent un rôle particulier dans la famille. Si c'est des fils, dans quelle bataille ils ont combattu, dans quelle guerre ils ont fait, quel impact ça peut avoir eu sur leur vie, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ont été blessés. On essaie vraiment de donner le plus de jus possible, en fait, pour démontrer que l'accusé occupe un rôle principal dans la famille, est nécessaire en fait à la survie. Des fois, on va parler des mères malades, des pères malades, vraiment pour démontrer que l'accusé est vraiment au centre en fait de ce cœur familial-là. Ça, c'est vraiment un dessus qui revient le plus souvent. Sinon, l'incompréhension juste générale de ce qui s'est passé pendant le procès, de l'accusation, de comment ça fonctionnait, une commission militaire américaine
d'occupation. Ça, c'est peut-être en fait un manque au niveau des avocats de la défense pendant le procès qui n'ont peut-être pas eu assez de ressources pour expliquer aux accusés, mais l'incompréhension générale de ce qui s'est passé puis de pourquoi ça a donné ce que ça a donné, c'est aussi un argument qui revient là, quand même assez souvent. Il y en a sûrement d'autres, mais là, j'ai pas... Non, c'est super. Merci. S'il n'y a personne derrière moi, je vais adresser ma deuxième question à Laurent. En fait, je me demandais... bon, tu as été assez catégorique sur les facteurs qui ont influencé les décisions au niveau de la protection patrimoniale, mais je me demandais si il y avait des pressions à l'intérieur du pays, que ce soit d'une communauté italienne ou catholique plus largement, pour la protection du patrimoine italien finalement. Est-ce qu'il y avait... Oui, en fait, il y en avait beaucoup de pression qui venait de l'extérieur, qui était pas nécessairement juste italienne, mais qui venait aussi d'Angleterre ou des États-Unis. Okay. Il y a eu des organisations civiles qui se sont formées d'une manière indépendante des armées pour permettre d'une manière ou d'une autre la sauvegarde du patrimoine en Italie. Il y a également eu des grosses pressions diplomatiques qui ont été faites par le Vatican pendant la guerre, qui poussaient pour sauvegarder au maximum le patrimoine italien. Donc, il y avait vraiment des espèces de croisades morales qui ont été mises en place un peu partout dans le monde par rapport à ça. Pas juste pour les Alliés, également en France, quand le front va se déplacer dans ces endroits-là. Il y a vraiment eu une volonté civile, politique qui s'est développée pour protéger le patrimoine européen. OK. Merci. Pas de problème. Je vais profiter de mon rôle de président pour poser une petite question à Chloé. Vous avez bien parlé de cette culture du viol ou de violence sexuelle parmi les militaires britanniques. Je me demande s'il y avait, selon ce que vous avez pu rechercher jusqu'à présent, jusqu'à quel point cette culture du viol parmi les militaires s'y distingue d'une culture en ce qui concerne les crimes sexuels dans la population civile britannique. Oui, en fait, probablement que c'est assez proche. Malheureusement, dans mes sources, ça reste très, très militaire. En fait, tout ce que j'ai est vraiment sur le militaire. Donc, peut-être que ce serait effectivement pertinent d'aller regarder au niveau civil, mais ça doit être assez semblable parce que, comme j'ai mentionné, en fait, ces mythes-là sont encore présents aujourd'hui. On les voit un peu partout, donc ça ne m'étonnerait pas en fait qu'ils soient là également dans la vie civile, mais j'ai pas les sources en ce moment pour le regarder. J'aurais une question pour Chloé, encore une fois. Tu as mentionné tantôt que la plupart des enquêtes ont été commises après une dénonciation de la victime aux instances militaires. Sais-tu environ à quelle proportion les enquêtes ont déclenché après une dénonciation pour une tierce personne, donc un ami de la victime ou des membres de sa famille? J'aurais absolument aucun chiffre à donner avec les sources que j'ai. Malheureusement, c'est toujours des extraits un peu partout. Le seul chiffre qu'on a qui fait assez consensus, c'est le fait qu'il y a 5% de dénonciation qui est faite en temps de guerre, en temps d'occupation. Autrement, moi, les sources que j'ai sont trop partielles pour m'aventurer dans essayer de faire des chiffres, de faire de la statistique. Je suis capable de détecter des phénomènes, mais de là à le comptabiliser, là, c'est trop partiel. Puis ça change trop, en fait, d'une unité à l'autre aussi. On a l'ISIB a plusieurs, je me souviens, on en a 7 qui sont en Allemagne, des unités différentes placées un peu partout en Allemagne, et ils n'ont pas les mêmes commentaires. Il y en a qui sont super détaillés, ils détaillent chaque cas qu'ils vont voir. Il y en a que c'est « Ah, tout va bien ». Puis ça finit là. Donc, aller comptabiliser ça, comptabiliser qui fait les plaintes, qui ne fait pas les plaintes, ça serait vraiment trop... ça serait juste pas faisable, en fait, avec ce que j'ai pour l'instant. D'accord. Merci. Allô, moi j'ai une question pour Rosalie. Chloé soulignait que les violences sexuelles n'ont pas été reconnues comme crimes de guerre avant 1994. Je me demandais si toi, dans tes procès, tu avais rencontré finalement des cas de violences sexuelles. Puis si oui, comment ils sont traités à ce moment-là? Est-ce que c'est utilisé par les autorités ou on les balaye un peu? Non, mais en fait, c'est très balayé. J'ai rencontré aucun cas dans les procès sur lesquels je travaille qui portent spécifiquement sur la violence sexuelle.
quand les autorités militaires en fait faisaient la liste des possibles accusés, des suspects là, auxquels ils pouvaient penser amener devant la cour, c'est très très sommaire en fait les crimes pour lesquels on peut les accuser. Souvent c'est juste écrit que la personne était très brutale, que la personne était très violente, sans nécessairement expliciter qu'est-ce que ça veut dire être très violent et être très brutal dans ces conditions extrêmes là. Parfois les accusés vont quand même être accusés de crimes de meurtre spécifiques, mais on insiste beaucoup sur les meurtres, ceux qui vont être battus, mais j'ai pas rencontré de cas là, où on parlait de violence sexuelle dans ces camps-là. Parfait, merci. Oui, j'ai une question pour Laurent. Vous avez mentionné qu'il y avait donc le patrimoine, en fait, il y avait dans l'armée, il y avait une volonté de préserver le patrimoine italien, mais est-ce qu'il y avait cette même volonté-là pour, par exemple, le patrimoine qui était présent en Allemagne ou sinon dans d'autres pays que les Alliés ont attaqué? C'est une bonne question. Pour la France, les Pays-Bas, la Belgique, oui, il y avait une volonté. En fait, il y a eu des choses, le Monuments and Fine Arts, dont je parlais, a été déployé aussi en France, en Belgique, aux Pays-Bas, mais également en Allemagne après la guerre, pendant l'occupation. Ceci dit, du côté des autorités militaires alliées, il y avait vraiment moins de scrupules, disons, à détruire le patrimoine allemand, principalement. Donc, ça passait surtout par les bombardements aériens, en fait, à ce moment-là, comme il n'y avait pas de... Les Alliés, ça a été très long avant qu'ils se rendent sur le territoire allemand avec leurs armées. Donc, là, j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais il y avait vraiment une perception à part quant au bombardement aérien, où là, le bombardement aérien avait presque carte blanche. Là, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas beaucoup de limitations par rapport à ça. Donc, en Allemagne, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas eu une grande limitation, puis il n'y a pas eu non plus un gros questionnement qui a été fait pendant la guerre par rapport à ça. Les efforts de préservation pour le patrimoine allemand ont été beaucoup plus déployés après la guerre, au moment où est-ce qu'ils ont essayé de rendre ce qui avait été pillé aux Juifs, par exemple, ou des choses comme ça. Mais pour protéger des bâtiments ou des œuvres d'art, ça a été vraiment un peu plus laissé aller quant à l'Allemagne. D'accord. Et je vais encore un peu plus loin dans ma question. Est-ce que les efforts de préservation du patrimoine étaient également partagés, disons, en part égale par les différents pays alliés? Est-ce que les États-Unis, la France, l'Angleterre et par exemple l'Union soviétique avaient les mêmes objectifs de préservation? Ou, je sais que vous avez été sur le cas plutôt italien dans votre mémoire, là, comme vous mentionniez, mais est-ce que vous avez vu à l'extérieur, là, dans une... Oui, en fait, ce qui a été partagé, c'était pas partagé de manière équitable, dans le sens où c'était beaucoup les Anglais et les Américains qui ont mis en place ces politiques de préservation-là. Du côté soviétique, j'ai pas fait les recherches, donc je peux pas nécessairement répondre d'une manière claire, mais ce que j'ai semblé comprendre, c'est que c'était beaucoup moins mis de l'avant, disons. Il y a beaucoup plus de pillage qui était mis de l'avant que de la protection. Notamment quand il était question d'entrer en Allemagne, par exemple, les Soviétiques se sont pas gênés. Pour ce qui est par rapport à la France, même lorsque les Alliés ont envahi la France, les militaires français n'ont pas eu beaucoup de choix quant à la protection patrimoniale, ne serait-ce que parce qu'il y avait une place assez secondaire dans les armées alliées en tant que telles. Donc c'est vraiment sur les épaules des Anglais et des Américains que ces décisions-là patrimoniales et les décisions plus en termes de direction patrimoniale étaient prises. Donc c'est vraiment... Dans toute la guerre, c'est vraiment côté anglais-américain que ça a été le plus présent, ce désir de protection-là du patrimoine. D'accord, merci. Pas de problème.